d'un nom mal transcrit pour passer à côté de l'histoire. On ne va pas s'en plaindre, il est fréquent qu'une main solidaire ait tracé en haut d'une archive son résumé. Un nom, une date, une analyse. Des lettres à l'encre noire, sévères, mais de lecture aisée, à poser sans égard sur le texte au XIXe siècle, comme un viaduc entre le XVIe et le XXIe siècle. C'est très utile, plus encore quand on sait l'épouvantable écriture des greffiers du Parlement de Paris. J'ai dans mes notes un nom et quelques éléments qui n'ont d'abord pas retenu mon attention. ANX2B 1174, interrogatoire d'Estienne Brochant, 1er juin 1570. Il s'agit d'un résumé proposé au XIXe siècle. En dessous, l'acte est tracé d'une écriture si hostile que je n'ai pas poussé plus loin ma lecture. J'ai vite rendu le carton au guichet, soulagé d'avoir pu lire le nom du suspect, Estienne Brochant. À peine visible dans le fouillis, un autre fichier retient mon attention. Le 10 mars 1570, un conseiller du Parlement survole la requête d'une certaine Marie Créchant, femme de Louis Brécheux, nos aubergistes de la place Maubert. Elle exige d'être libérée de prison. Elle y est depuis 3 semaines et elle est enceinte. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 2. Fer à cheval et cornes de cerf. C'est en le relisant que je fais le lien. Il y a, je le sais, dans cette expression un désir aussi naïf que démiurge, de rassembler des histoires dispersées par le temps, de relier des anecdotes à des contextes, des victimes à leurs assassins, d'unir des hommes à leurs femmes, des textes à leurs auteurs, l'obsession de rapprocher le nom d'un martyr de celui d'un détenu de la conciergerie. La narration semble souvent naturelle aux historiens, tandis que l'écriture fragmentaire, la pensée de la discontinuité leur sont si étrangères. On peut rejeter vigoureusement cette représentation du passé comme puzzle et passer ses jours, ses nuits parfois, à chercher, infatigable, la pièce manquante, à essayer de restaurer les morceaux d'un improbable tableau disparu. Historien céphaloclastophile, c'est-à-dire amateur de casse-tête, je fais le lien. Ou plutôt, j'entrevois le lapsus de l'archiviste, l'équation Brochant égale Créchant plus Brécheux, chuintante allitération, concrétion de patronyme, amalgame paléographique. Bref, et si la main anonyme du 19e siècle avait mal lu? Et si l'Estienne Brochant du fichier X2B 1174 était en fait le Louis Brécheux de Marie Créchant? Je commande de nouveau le carton. Il s'agit bien de l'interrogatoire de Louis Brécheux. Erreur au 19e siècle sur le prénom Estienne au lieu de Louis, comme sur la date, 1er juin au lieu de 1er mars 1570. En tournant la page, juste derrière l'interrogatoire de Brécheux, on trouve celui de sa femme, Marie Créchant. C'est la milice, en la personne du capitaine Pigneron, qui, au petit matin du 21 février 1570, arrête le couple d'hôteliers. Les écrous de la conciergerie ont gravé leur malheur. Ouvre Brécheux, c'est Pigneron. Pigneron est un marchand de drapier qui habite lui aussi place Maubert. Ce n'est pas un habitué des chasses à l'hérétique, mais c'est un bon catholique. Comme tous les capitaines, il réside dans le quartier dont il a la charge, il a été élu par les bourgeois. Tous le connaissent. Lui repère vite les bons croyants et les mauvais garçons. Il sait ceux qui ont fait leur Pâques et ceux qui boudent la messe. Il a des listes. En février 1570, c'est un simple voisin du couple Brécheux-Créchant. Grâce à ce qu'il sait d'eux par cette cohabitation quotidienne, il peut les jeter en prison. J'agis en bonne conscience, Brécheux. La loi est égale pour tous. De loi, il en est une pour vous et l'autre contre nous. Que dis-tu? Prends garde, Brécheux. Je suis ici au nom de la milice bourgeoise et vous ordonne de me suivre à la conciergerie. Tu le sais mieux que quiconque. Tu feins d'ignorer mes paroles, moi qui t'ai si souvent salué amicalement place Maubert. Devant Dieu, j'agis en bon catholique. Rien de personnel dans tout ça. Mais votre doctrine se répand comme la lèpre. Viens, Marie, n'aie crainte. Allez, vous autres, avancez. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous serez en votre foyer pour le souper. C'est inévitable. Je dois déchiffrer l'impitoyable manuscrit de l'interrogatoire du 1er mars. Tendons l'oreille dans une cellule de la conciergerie. Rares sont les plongées si basses en XVIe siècle, ces moments où, avec un peu d'imagination, on peut entendre le timbre de l'interrogé. Faut l'avouer, les réponses du couple émeuvent. D'abord, leur remarquable constance. 10 jours que Louis et Marie sont en prison. Ce n'est pas rien quand on connaît les effrayantes conditions que l'on réserve aux prisonniers de la conciergerie.
Faudrait faire sentir leur froid, leur faim, les odeurs, la peur, le noir. Les murs sales, la vermine, les verrous qui tournent, les portes qui se ferment sans mot dire. Mais personne n'a pris le soin de questionner leur détresse. Il ne reste qu'un interrogatoire qui ne s'embarrasse pas de savoir leur confort. Ton nom ? Louis Brécheux. Quel âge as-tu, Louis Brécheux ? Environ 38 ans. Je suis né en Gatinois, à Aussy. Où demeures-tu ? À Paris, en la place Maubert, à l'auberge du Fer à Cheval. Connais-tu la cause de ton emprisonnement ? Ma religion en est la cause. Tu es donc fidèle à cette nouvelle opinion ? Oui. Je ne suis plus allé à la messe catholique depuis 7 ou 8 ans. Suis-tu les préceptes de la prétendue religion ? Plus depuis que les prêches sont interdits. Es-tu marié, Louis Brécheux ? Oui, et j'ai aussi 3 fils. Les 2 premiers ont, dans les 11 et 12 ans, ont été baptisés en l'église catholique Saint-Étienne. Le dernier l'a été aux prêches du patriarche, ici à Paris, selon les ministères. Il est mort, mais a été enterré selon la religion. 7 ou 8 ans sans aller à la messe. L'homme est entêté, et le baptême d'un de ses fils aux prêches du patriarche n'arrange rien. Est-ce au travail que le couple s'est converti, puisqu'il y a forcément eu conversion. Leurs premiers enfants, nés en 1558 et 1559, ont été baptisés catholiques. Comme de nombreux Parisiens, Marie Créchon et Louis Brécheux ont donc été aspirés par le souffle de la Réforme au tournant de la décennie 1560. On prêche alors beaucoup à Paris, dans les faubourgs, et notamment en la maison du patriarche. C'est là que leur dernier enfant a été baptisé par les ministres huguenots, puis qu'on l'a enterré. Et ta femme, elle s'est égarée comme toi ou elle est une bonne catholique ? Elle est comme moi, monsieur. Elle vit en la religion chrétienne. Tu lui as conseillé de se convertir ? Non. Désires-tu vivre en la religion catholique, apostolique et romaine ? Non, monsieur. Je veux vivre en la religion chrétienne. Bon, il suffit, j'en ai assez entendu. Garde, ouvrez ! Capitaine, ces corbeaux répandent leurs fétides paroles sans crainte ni péril. L'aubergiste est connu en la place Maubert pour être de la nouvelle religion sans se cacher. Et sa femme suit cet hérétique en tout. À moins qu'elle ne soit son inspiratrice. Que Dieu m'en soit témoin, nous le saurons tôt ou tard. Garde, ouvrez ! L'émotion croît encore, tandis qu'à l'issue de l'interrogatoire de Brécheux, on arrive à celui de sa femme, Marie Créchon. Ton nom ? Marie Créchon, femme de Louis Brécheux. Tu as quel âge ? Je constate que tu es plus jeune que lui. C'est vrai, monsieur. J'ai 28 ans et suis née en la ville de Paris. J'ai toujours vécu en cette belle cité. Leur différence d'âge n'est pas surprenante non plus. Marie a épousé un homme plus âgé qu'elle, et même si Louis assure n'avoir pas entraîné sa femme dans la Réforme, tout ceci concourt à maintenir les femmes du XVIe siècle sous la coupe des hommes. Sais-tu pourquoi tu es prisonnière ? À cause de ma religion. Laquelle de religion ? La religion. Réformée. Es-tu pratiquante ? Je vais aux prêches et assiste au baptême qu'on y fait parfois. Mais je ne vais jamais à la scène. Veux-tu te retirer en la religion apostolique et romaine ? Non, monsieur. Je tiens ma religion et la tiens bien. La formule est inédite, et ce n'est pas celle des théologiens. Elle place les justes du côté du bien. On effleure par ailleurs une culture réformée populaire. Il suffit maintenant. Monsieur, voyez comme je suis grosse d'enfant. Ayez pitié, faites qu'on me laisse rentrer en ma maison. Je suis prête à donner naissance. Je transmettrai ta requête. À la différence de son mari, qui signe, Marie Créchon ne sait ni lire ni écrire, et le couple est représentatif en cela du dimorphisme sexuel quant à l'alphabétisation. En lisant ces confessions forcées, on pense aux mots de Carlo Ginzburg. Les voix des persécutés nous parviennent, quand elles nous parviennent, à travers le filtre des questions posées par les inquisiteurs, transcrites par leurs notaires. Avant d'être archive, ce papier fut outil, couteau des persécuteurs. Comment connaître les minorités en dehors du faisceau braqué par le pouvoir sur leurs existences infimes, infâmes, condamnées à passer sans trace, sans regarder les quelques mots terribles qui étaient destinés à les rendre indignes, pour toujours, de la mémoire des hommes. Si ces histoires ne sont pas perdues à jamais, c'est parce qu'en même temps qu'il écrase, le pouvoir jette un faisceau de lumière sur les vies qu'il condamne,
Et leur retour maintenant dans le réel se fait dans la forme même selon laquelle on les avait chassés du monde. Ce qui arrache Marie Créchant au sort anonyme des taverniers hérétiques de Maubert, ce n'est pas son crime, sa foi, mais son interrogatoire. Par lui seul, elle et son mari, ces gens sans histoire sont devenus des gens à histoire. Le 10 mars 1570, Marie Créchant est relâchée. Marie Créchant, épouse de Louis Brécheux. Les conseillers du Parlement ont pris ta grossesse en considération. Que Dieu les bénisse, monsieur. Je crains à rester plus longtemps entre ces murs fétides que mon enfant ne naisse malade. Il t'autorise à sortir, mais tu ne peux regagner ton foyer, Huguenot. Tu seras baillé en garde de parents ou d'amis catholiques. Ils devront se charger de faire baptiser l'enfant à venir en l'église, sur les saints fonds du baptême, par le curé ou le vicaire de la paroisse. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Je promets devant Dieu de suivre ses ordonnances. Garde, conduisez cette femme chez un parent proche. Crois-moi, elle sent l'hérésie à plein nez, cette Marie Créchant. Rien ne lui fera renoncer à son opinion. Elle est de la prétendue religion et le restera. Son serment est un mensonge de plus et personne, pas même le roi, n'y changera rien. Le massacre de la Saint-Barthélemy est l'histoire d'une longue lassitude des catholiques devant les promesses non tenues. 10 fois, les plus tenaces ont été jetés en prison, ont juré de vivre bons catholiques. 10 fois, on les a arrêtés, pris dans les mêmes mensonges, prononçant d'intenables vœux. Bien sûr, ces cautions huguenotes sont bredouillées sous contrainte, mais leur bafouement répété dit quelque chose d'une lente et persistante dévaluation de la parole, donc de la confiance. Aux yeux des miliciens, dans l'esprit des voisins, les Brécheux Créchant sont d'incurables récidivistes, leurs mots ne pèsent plus rien. Déjà en 1569, emprisonné au Châtelet pour hérésie, Louis jurait de bien se comporter. Les Huguenots s'estimaient bons citoyens, leurs voisins les voulaient vrais fidèles. On aimerait faire mentir le destin, déjouer les pronostics, mais on connaît la fin de l'histoire pour Louis Brécheux et Marie Créchant. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Marie Passard. Elle est la femme de Pierre Ferré, le marchand de draps aperçu rue Saint-Denis, dans notre flânerie parisienne. Le couple est huguenot, c'est de notoriété commune. Rares sont ceux qui n'ont pas applaudi l'arrestation de Marie, le 21 mars 1569, par 2 grands massacreurs qu'on croisera sans cesse dans cette série, Thomas Croisier et Claude Chenet. Chez qui nous rendons-nous à présent, Chenet ? Chez les Ferrets, Croisier. Ils forment un couple d'hérétiques bien connus de la rue Saint-Denis. Ils ont 7 enfants et il se dit qu'elle est grosse du 8e. De la belle engeance de malfaisants de la foi. Allons donc teinter à leur porte et voir quel accueil ils nous réservent. Bonjour messieurs, que me vaut cette visite ? Marie Passard, votre mari est-il au foyer ? Non, il est sorti pour affaires. Veuillez nous suivre, madame. Elle a été enjôlée car en sus d'être huguenote, on a trouvé sur elle des lettres compromettantes lors de son arrestation. Elle reste sous les verrous à la conciergerie presque 4 mois, comme estant la dite Passard de la Nouvelle Opinion. L'ancienne qui signale son logis, à la Corne de Serre, est pieusement consignée dans le registre d'écrou. Mais monsieur, vous voyez bien dans quel état de grossesse je suis ? J'ai déjà 7 enfants et une maison à m'occuper. Je ne peux tout abandonner ainsi. Écrivez donc une plainte au Parlement. Maintenant, suivez-nous. Elle est libérée pour les mêmes raisons et avec les mêmes obligations que Marie Créchant. Mais parce que son mari est huguenot, Marie ne peut regagner son foyer. C'est en lisant sa requête qu'on apprend que Marie Passard, enceinte donc, a été contrainte de vivre entre mai et août 1569 sous la surveillance étroite de son beau-frère, le très pieux et très puissant Jacques Lepeltre. À l'été 1569, la mort dans l'âme, il héberge sa belle-sœur chez lui. À l'été 1572, ses liens se retournent contre Marie Passard. On aimerait faire mentir le destin, déjouer les pronostics, mais on connaît la fin de l'histoire. Continuons de feuilleter les registres d'écrou de la conciergerie. Juste en dessous des noms de nos aubergistes de la place Maubert dénoncés par leurs voisins Pignerons, on trouve un certain Nicolas Aubert. Ce rapprochement graphique induit une proximité physique, presque une promiscuité tant l'espace est compté à la conciergerie. Sont-ils dans une même cellule ? Vagabond d'imagination. On ne peut qu'imaginer une rencontre fortuite, un échange de regards.
Pourquoi Nicolas Aubert est-il amené en prison à son tour le 21 février 1570 ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Annelise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag. Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com, muséeprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Voix de la Saint-Barthélemy. Mangez de bon cœur, les enfants. Il faut prendre des forces pour lutter contre ce froid glacial. De quoi Aubert et son fils sont-ils accusés en 1570 ? D'hérésie et d'avoir caché chez eux des œufs et un jambon. Il s'agit sûrement d'une erreur, sergent. Vous me connaissez. Je suis Nicolas Aubert, commissaire examinateur au Châtelet. Ma loyauté envers le roi est de notoriété publique. Assez de mensonges. Au cachot.